Chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à vous, bienvenue aussi à Gregorovitch, mon complice, mon compère dans cette aventure des bouchées doubles, principal animateur du site de réinformation noh.es, principal traducteur des travaux de David Livingstone en français, réalisateur des 2 longs documentaires d'interviews Hubris et Gnosis. Merci à vous, Grégor, d'être présent une fois encore pour cette série de questions-réponses que nous avons programmées suite aux réactions aux 50 heures déjà d'émission des bouchées doubles 1 à 12. Alors, mon cher Grégor, pourquoi bouchées doubles ? Eh bien, tout simplement, puisque la suite d'Hubris sortie en février 2023, vous avez une trentaine de publications invectivant Pierre Hillard, le psychiatrisant, et qui se sont intensifiées à partir de mai, au moment où il a annoncé la sortie de son livre « Les permanences de la mystique et de la géopolitique russe ». Et vous avez eu, dans cet intervalle, notamment la tribune de Liri Roska sur le site strategica.fr de Pierre-Antoine Plaquevent et de Youssef Indy, qui disait qu'il n'avait rien vu, rien connu de son ami de 30 ans qui s'appelle Alexandre Douguine. Et ces 2 compères-là ont par la suite, un mois après, fait une vidéo feutrée contre Pierre Hillard avec les félicitations de Christian Boucher. J'ai déjà expliqué ça avec cette histoire de SMS qui m'était revenue. Je vous ai alors contacté puisque j'avais vu que vous étiez très surpris de la réponse de la tribune de Liri Roska faite dans strategica.fr et vous m'avez dit banco pour 1, 2 ou 3 épisodes de Bouchées doubles et puis la suite s'est élargie et nous en avons fait 12. Oui, juste pour rappeler que pourquoi les attaques contre Pierre Hillard. Bon, d'abord parce que, probablement pas d'abord parce que, même si c'est pas dit, parce que catholique, attaque venant de Christian Boucher, et puis parce que l'essentiel de la thèse de Pierre Hillard dans son livre Les Permanences, c'est que la Russie n'échappe pas au contrôle on va dire, de la clique, de la cabale mondialiste, qu'elle n'échappe pas à l'agenda 2030, ni à la numérisation, la biométrie, les monnaies électroniques des banques centrales. L'agenda 2030, je l'ai dit, l'écologie malthusienne, ou les insectes dans l'assiette, ou les villes-prisons de 15 minutes. Voilà. Et en réalité, c'est ça le grief que Christian Boucher, principal relais d'Alexandre Douguine en France, avait contre Pierre Hillard et contre sa thèse qu'on va simplifier anti-russe, sa thèse critique de la Russie de Vladimir Poutine, venait démolir le narratif eurasiste, douguiniste, francophone, porté par Égalité et Réconciliation, dont nous nous sommes aperçus au fil de l'eau de cette année d'enquête des 12 bouchées doubles, qu'elle n'avait pas été une entreprise de réinformation, une entreprise d'édition, le principal portail de réinfo en langue française, mais qu'elle avait été pensée ab initio, dès son origine, dès sa conception, comme une entreprise d'ingérence, un petit peu sur le modèle des ingérences de Soros dans les pays d'Europe centrale et orientale. Je crois que c'est ça que nous n'avions pas encore compris lorsque nous avions décidé de prendre la défense de Pierre Hillard contre Christian Boucher et sa petite horde de douguinistes, mon cher Grégor. Absolument, nous n'avions pas pris la mesure. On avait compris qu'il y avait quelque chose dans l'air, mais on n'avait pas vu l'étendue du problème. Alors, deuxième question. Depuis peu, on assiste à une ritournelle affirmant que M. K aurait trahi Alain Soral, ou encore que vous, M. K, vous n'auriez jamais parlé de Lubavitch durant des années de présence à Égalité et Réconciliation. Alors là, il y a 2 questions. Alors la première, c'est en effet, j'avais pris la décision et j'avais réussi à quitter Égalité et Réconciliation en bons termes et sans drama. Plusieurs fois, j'ai été sollicité. J'ai dit qu'il m'est arrivé de dire ici ou là que j'avais des désaccords avec Alain Soral, mais qu'il resterait de nature privée, parce que justement, je ne voulais pas donner du grain à moudre à ceux que je regardais encore comme nos ennemis communs, c'est-à-dire le sionisme d'abord, et pour ma part au moins, le judaïsme politique organisé. Je dis cela parce que j'ai commencé à prendre conscience à l'intérieur d'Égalité et Réconciliation qu'il était très difficile de critiquer le judaïsme en soi, que ce qui était vraiment ciblé, c'est le sionisme. Or, il m'est arrivé de dire en conférence, par exemple une conférence que j'ai donnée à Colmar, qui n'a jamais été publiée et qui ne le sera probablement jamais, que le sionisme ne représentait véritablement que la moitié du problème du judaïsme politique. C'est-à-dire, en fait, quand on dit judaïsme politique, c'est encore une périphrase pour ne pas dire le judaïsme tout court, puisque le judaïsme est une religion politique, c'est un projet de domination mondiale, antéchristique,
qui s'est constitué après la venue du Christ. Avant, il a commencé sa construction avant, mais il a fini de se constituer après. Et l'élément central de sa constitution, c'est justement le rejet du Christ comme Messie d'Israël et comme Fils de Dieu, bien sûr. Donc il y a un triple rejet. Il y a le rejet du Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée, ayant pris chair de la Vierge Marie. Donc il y a ce rejet de l'incarnation, il y a ce rejet de la théologie chrétienne, donc il y a le rejet du christianisme, qui est fondateur de la religion juive, qui est une religion, je le rappelle, post-chrétienne, mais il y a aussi le rejet du Messie d'Israël. Et le troisième rejet, c'est le rejet du Logos. C'est-à-dire qu'en rejetant le Christ, la synagogue aveugle a également rejeté non seulement la loi divine, mais également la loi naturelle. Et donc, tous ces aspects-là ne sont jamais vraiment traités de front dans Égalité et Réconciliation. Et quand ils le sont, quand je l'ai fait, par exemple, soit dans mes quotidiennes, ça passait encore dans les quotidiennes parce que c'était dans un format très court et très allusif, très difficile de faire des développements. Donc là, on va dire qu'il y avait une certaine tolérance. Lorsque je l'ai fait dans les émissions C'est parti mon kiki, j'ai été censuré de plus en plus, progressivement, enfin, je prenais de plus en plus de paroles, si vous voulez, dans ce sens, et j'ai été de plus en plus censuré. Et évidemment, je l'ai fait également en conférence à Colmar, et là, la conférence, comme je vous l'ai dit à l'instant, n'a jamais été publiée. Quasiment dès les jours qui ont suivi l'issue de la conférence, on m'a fait savoir que c'était impubliable en l'état. Parce que, en effet, je n'attaquais pas seulement le sionisme, j'attaquais le judaïsme politique, c'est-à-dire le judaïsme comme tel. Ça, c'est pour répondre à la deuxième question, pourquoi n'avez-vous pas parlé des Lubavitch ? J'ai commencé à en parler et j'ai été censuré. Alors, pas des Lubavitch, mais du judaïsme tout court. Et alors, j'avais conscience que les Lubavitch avaient une place importante. Enfin, ils avaient une place, en tout cas. J'en avais conscience, je connaissais leur existence. Mais je n'avais pas du tout réalisé, lorsque j'étais à Égalité et Réconciliation, le caractère tout à fait central des Lubavitch, et le fait qu'ils étaient l'une des communautés, enfin, sinon la communauté juive la plus puissante au monde, avec, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, 3500 sites Lubavitch jusque dans les derniers pays du monde, hein, les pays les plus isolés, les plus lointains, des milliards à disposition, des connexions politiques, aussi bien en Israël, depuis Menahem Begin, Moshe Dayan, jusqu'à, bien sûr, Netanyahou. Hein, on connaît tous la fameuse vidéo en présence du Rav de Lubavitch et du futur Premier ministre Benjamin Netanyahou, où le Rav lui demande qu'est-ce qu'il compte faire encore. La journée n'est pas terminée, que comptez-vous faire encore pour faire venir Mashiach ? Mais c'est également les connexions des Lubavitch en Amérique du Nord. Tous les présidents depuis Carter jusqu'à Donald Trump, bien sûr, et Joe Biden ne faisant pas exception. Joe Biden, Donald Trump, bonnet blanc, blanc bonnet, puisque chacun fait un concours pour savoir qui est le plus judéo-servile de l'autre. Hein. Et puis Donald Trump, spécialement connecté au Lubavitch par son beau-fils, Jared Kushner, sa fille, qui est convertie au judaïsme dans sa forme Lubavitch, à Redim. Et puis lui-même, qui a reçu les Lubavitch dans le bureau ovale, contrairement aux sottises que raconte Alexis Cossette-Trudel, ce n'est pas comme recevoir une tribu indienne, tribu Navarro ou les gentils Indiens du Kerala dans la Maison-Blanche. Il ne s'agit pas d'une visite scolaire, il s'agit véritablement de la mise en place progressive des lois noachides dans la structure juridique américaine. Donald Trump lui-même fait des assauts de judéo-servilité tous les jours que Dieu fait. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas du tout sur le site d'Égalité et Réconciliation, qui ne manque jamais pourtant de publier des photos de gens à petit chapeau. Donc voilà, ce rôle-là, je l'ai découvert quand même après mon départ d'Égalité et Réconciliation, le rôle central, même si, et je le dis par parenthèse, le rôle du judaïsme libéral n'en perd pas de sa superbe. Hein. Je veux dire, les Rothschild restent les rois juifs et ils espèrent encore que l'antéchrist qui dominera, qui régnera depuis Jérusalem, dont le troisième temple sera reconstruit, les Rothschild espèrent secrètement que ce sera l'un de leurs fils qui sera cet homme-là. Voyez. Donc les Rothschild gardent cette place tout à fait éminente et directrice, place de décision, mais les Lubavitch émergent progressivement de l'ombre des souterrains dans lesquels ils ont l'habitude de déambuler, si je puis me permettre ce petit jeu de mots, mon cher Grégor. Oui. En fait, sur la question des Lubavitch AER, on a synthétisé parce qu'il y avait certaines personnes qui vous disaient et pour Boucher, et pour Douguin, etc. Et en fait, la réponse a été apportée donc dans Boucher double 12, notamment. C'est qu'à l'époque, si vous aviez conscience du rôle néfaste d'un Christian Boucher ou d'un Alexandre Douguin, vous n'imaginiez pas leur place au sein de la dissidence, et en particulier dans la dissidence Égalité-Réconciliation, et encore moins leur ramification avec les Lubavitch, c'est-à-dire que vous les preniez pour des fous, mais pas du tout raccordés avec Malofeyev et les Lubavitch.
Et tout cela, on le sait depuis, grosso modo, depuis janvier 2024. En tout cas, à l'époque de votre départ en août 2022, vous n'étiez pas du tout présent. Même si vous avez maintenant, avec le recul, compris certaines voies où il ne fallait pas aller. Juste un point, c'est très important parce que vous le rappelez, c'est que là, on va parler de la trahison d'Alain Soral. Moi, je pense qu'il faut juste dire que les seules personnes que je ne souhaite pas trahir, ce sont les adhérents, les sympathisants, les auditeurs de Égalité et Réconciliation. C'est eux que j'ai à cœur de ne pas trahir. Alain Soral, je n'ai aucune dette à son égard, je n'ai pas de dette intellectuelle, je ne lui dois pas mon éveil politique. Donc, je voudrais juste dire que si nous avons pris conscience au fur et à mesure de l'importance des Lubavitch à mesure de l'enquête bouchée double sur 12 mois, qu'en effet, en janvier dernier, nous avons compris l'importance qu'ils avaient, non seulement dans la structure du judaïsme global, mais également le rôle central qu'ils occupent dans l'administration des différentes dissidences françaises, européennes et nord-américaines, par l'entremise d'oligarques, de boyards comme Konstantin Malofeyev en Russie, par l'entremise de son homme de main, Alexandre Douguine, qui délègue un petit peu les opérations à des Sherpas locaux. Le Sherpa local en France, le pilote de Alain Soral, c'est Christian Boucher, même si Alain Soral s'en cache par le mensonge, parce que moi, quand j'avais demandé où en étaient ses relations avec Christian Boucher, au début de notre collaboration, Alain Soral m'a menti en me disant qu'il n'avait plus de relation avec lui depuis la déroute de l'aventure Flash, le petit journal qu'ils avaient lancé ensemble au début de la dissidence. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a à la fois la petite histoire, c'est-à-dire Alain Soral, Christian Boucher, Alexandre Douguine et Konstantin Malofeyev. Ça, c'est la petite place qu'occupent les Lubavitch dans la dissidence française par le biais de Konstantin Malofeyev et d'Alexandre Douguine, puisque Malofeyev doit sa fortune aux Juifs haredim russes. Il est un de leurs hommes de main, si vous voulez. Il est un de leurs affidés. Il est un de leurs obligés. Et il y a la grande histoire. Là, c'est la prise de conscience du rôle que jouent les Lubavitch, plus généralement, dans l'histoire du monde, mais surtout dans l'histoire contemporaine. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va de Menahem Begin à Donald Trump, en passant par Jimmy Carter et évidemment Vladimir Poutine, puisque le rabbin de Russie, le grand rabbin de Russie, c'est Berel Lazar, c'est un Lubavitch. Et il a rappelé, et ça on le sait grâce à Théière de Jardin, un de nos collaborateurs du laboratoire EOR, Berel Lazar, le grand rabbin de Russie, a raconté une anecdote qu'il tient de la bouche de Vladimir Poutine lui-même, qu'il aurait été élevé, qu'il aurait grandi à l'ombre d'une famille Lubavitch qui était des voisins. Raison pour laquelle Berel Lazar regarde Vladimir Poutine comme un Haredim, comme l'un des leurs, comme un Chabad. Il a reçu l'éducation chabadnique par la voisine, si on peut, si on veut dire, et puis il reste aussi ses racines juives, qui ont été mises à jour par de nombreux auteurs nord-américains. Et dire cela, ce n'est pas chercher des juifs sous les cailloux. Je veux dire, il y a de très nombreux juifs en Russie. Je rappelle que Vladimir Poutine est d'une famille de révolutionnaires. Son grand-père était le cuisinier de Staline et de Lénine. On ne se retrouve pas dans l'environnement intime de Lénine et de Staline sans quelques connexions judéo-bolcheviques. Voilà ce qu'il en est. Donc oui, j'ai découvert cette place centrale des Lubavitch sans que cela remette en question le rôle directeur des Rothschild et l'unicité du judaïsme. Parce qu'en effet, il y a judaïsme libéral, judaïsme traditionnel. Il y a des différences entre les deux, il y a des nuances, il y a parfois même des oppositions, mais ils sont tous les deux quand même, je dirais, articulés dans un seul judaïsme. Ne perdez pas ça de vue. Et je rappelle que le politique, le juif politique, le juif sioniste, le juif libéral, le juif mondain, aura toujours une espèce d'admiration et il lèvera les yeux vers le juif du ghetto, le juif qui est resté juif religieux, parce que c'est son essence même. C'est la définition, vous voyez. En Israël, les sionistes, même ceux qui sont des bouffeurs de rabbins, ne peuvent pas complètement se départir de leur identité religieuse, au moins à titre culturel et historique, parce que sinon, le sionisme lui-même ne fait plus sens. Et c'est cette unité-là que je voudrais souligner avant de passer, si vous le voulez, à une autre question. Très bien, donc je pense que vous avez répondu sur l'histoire de la trahison. Il y a un mot qu'il faudrait rajouter, c'est celui d'ab initio, c'est-à-dire que, en fait, si ce que l'on dit est vrai, c'est-à-dire de la mise en place d'une infrastructure qui délibérément a mis l'accent sur l'antisionisme ou contre le sionisme, mais pour mieux occulter le rôle des Lubavitch. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié. En 17 ans, vous avez un article en 2010 ou en 2011 sur les perruques des Lubavitch, autant dire rien. En 2018, un article
de Lucien Cerise pour dire que les Loubavitch étaient contrôlés par Poutine. Hein, donc, il contrôlait déjà ses voisins petits. Hein, c'est effectivement le sens du propos. Et enfin, vous avez la sortie en 2022, me semble-t-il, d'Alain Soral qui disait que cette petite communauté a un intérêt pour nous, c'est qu'elle ne fait pas de politique. Donc, on a vu que cette petite communauté n'était pas petite, hein, puisqu'on parle en billions ou en trillions de dollars, et qu'elle avait 3600 points répartis dans le monde, de l'aveu même de Meyer Habib, et qu'il a trouvé beaucoup plus performante, en tous les cas, que l'ambassade d'Israël. Voilà. Oui, petite vidéo d'ailleurs qu'on n'a jamais eu la joie de voir sur Égalité et Réconciliation. Oui, pourtant, il ne se prive jamais de passer un Meyer Habib, hein, et on se demande pourquoi aucun des 4 ou 5 galas des Loubavitch où vous avez Meyer Habib qui fait un discours n'y est jamais. Et notamment une où il fait l'apologie de Donald Trump en rappelant que sa fille était allée la veille des élections sur la tombe du rabbin Schneerson, donc le rabbi Loubavitch, pour avoir une bénédiction. Ce même Schneerson qui effectivement intimait à Netanyahou de dépêcher le Messia en faisant des actions, en fait, comprendre ce qu'il fallait faire, puisque vous pouvez être antisioniste d'une certaine manière parce que vous n'êtes pas laïque. Et c'est ça, en fait, toute la polysémie du mot sioniste, c'est-à-dire qu'il y a un côté laïque et il y a un côté dont on a besoin pour asseoir le troisième temple, parce que s'il n'y a pas de sionisme, il n'y a pas de menace pour la mosquée Al-Aqsa, et donc il n'y aura jamais de troisième temple. Et tout ça, Youssef Indy, des Usmani, des Mehmet Stern, ne vont aller là-dessus. Donc, je dirais que les musulmans sont également trahis par cela. C'est sûr, c'est une trahison, comme vous l'avez dit, ab initio, dès l'origine. C'est-à-dire que Égalité et Réconciliation a été conçue dès l'origine comme l'antenne française de l'international douguiniste. Donc elle est assimilationniste, pas boucholâtre, qu'allergie, et quand même, Lubavitcho compatible, puisqu'on ne les attaque jamais. Voilà, ça c'est quand même une des règles. Et je dirais même sionisto-compatible, puisque je voudrais rappeler que cette question n'a jamais été encore abordée par aucun des chiassidans dont on parle, ni Achachi, ni Indy, ni Plaquevent, ni Soral, ni personne. Expliquez-nous la présence d'Avigor Esquine, numéro 2 et bras droit d'Alexandre Douguine à Eurasia International, alors qu'il se définit lui-même, ainsi que ses associés, comme des ultrasionistes. C'est l'homme qui a tenté de désacrer la mosquée Al-Aqsa. C'est l'homme qui a tenté de désacrer la tombe du premier partisan guerriero patriote palestinien. Il se définit lui-même comme ultrasioniste. Répondez-nous sur ce point. Et tous ceux qui sont encore aujourd'hui dans la petite secte soralienne devraient se poser cette question et poser cette question à leur direction. Et s'ils n'obtiennent pas de réponse, ils devraient commencer à se poser des questions sur l'endroit où ils se trouvent. Est-ce que vraiment Égalité et Réconciliation est ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire une entreprise de réinformation, ou est-elle une opération d'ingérence de style anti-Soros? Cela m'amène à la troisième question, mon cher Grégor. Alain Soral affirme que la distance avec Pierre Hilard serait due à quelqu'un qui se serait interposé pour le manipuler. Est-ce qu'il ne ferait pas allusion à vous, mon cher Grégorovitch? Certainement, il y en a d'autres qui pris le relais sur X pour défendre Pierre Hilard parce qu'ils ont bien senti qu'il y avait une injustice. Pour autant, la chronologie ne fait pas débat, c'est-à-dire que vous avez la sortie du Brice février 2023, vous avez tous les jours Christian Boucher qui invective, psychiatrise Pierre Hilard. Vous avez Alain Soral chez Géopolitique Profonde au micro de Raphaël Bessieux qui dit en juillet, au moment où il a un problème entre Pierre Hilard et Christian Boucher. Alors, traduction, Pierre Hilard ne dit rien et Christian Boucher éructe dans les téléphones, au point que Raphaël Bessieux a révélé qu'en juin 2023, donc un peu avant la venue d'Alain Soral, il avait reçu un mail de Christian Boucher lui demandant de ne pas recevoir Pierre Hilard, notamment pour son livre Les permanences de la mystique et de la géopolitique russe. Et ceci, je l'ai vu également dans une publication de Christian Boucher pour dissuader l'association niçoise Culture Populaire de recevoir Pierre Hilard en disant que si vous le receviez, vous étiez partisan de l'oncle Sam. Et enfin, effectivement, avec cette fameuse vidéo de Plaquevent et de Indy qui a pas feutré et peu d'enrayer Pierre Hilard en minimisant tout ce qu'ils avaient vu ou pas vu sur Douguine. Et cette vidéo avait été félicitée par un SMS qui m'est revenu et démontrait que tout ça était sinon une félicitation, voire une commande de la part de Christian Boucher. Et c'est à ce moment-là que je vous ai contacté pour commencer les bouchées doubles fin juillet. Donc il y a une interposition, oui, mais a posteriori.
Et donc, Alain Soral prend les faits pour la cause et essaie d'inverser les temporalités. La vérité, c'est que oui, il y a eu interposition, mais non, ça a été a posteriori et ils avaient déjà commencé leur travail pour mettre de côté Pierre Hillard et l'isoler. Alors, certains nous accusent également, mon cher Grégor, d'avoir une tendance à trop regarder la paille dans l'œil du voisin, alors qu'Alain Soral a accompli tant de choses. C'est toujours la même chose, en fait. J'aurais dit il y a 2 ans, oui, il a accompli beaucoup de choses, même si je n'ai pas toujours d'accord avec lui. Le problème aujourd'hui, je vais vous faire une comparaison avec la maçonnerie dont j'ai fait partie une dizaine d'années, c'est, on me dit aujourd'hui, j'ai trahi la maçonnerie. Non, la maçonnerie m'a trahi à Benicio, comme elle a trahi, elle a dupé la plupart de ses adeptes en leur disant qu'ils allaient œuvrer pour un monde plus humain et patati, patata, plein de spiritualité laïque. Ce qui n'est pas faux en soi, sauf que ils oublient de préciser, ou alors c'est dit mais pas compris, qu'est-ce que le noachisme? Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que Alain Soral va vous dire des vérités sur le sionisme, contre le sionisme, mais en même temps, si jamais il avait été honnête, lorsqu'on aurait soulevé le lièvre des Lubavitch, il aurait demandé à creuser. Or, qu'a-t-il fait en 17 ans, depuis 2007? Un article de Lucien Cerise et une sortie pour dire que c'était une petite communauté. Voilà la réalité. Alors, ils ont un rôle primordial. Et donc, il peut toujours trouver des traîtres pagailles, dont vous, maintenant. Ça ne répond pas à la question. Comment se fait-il qu'ils n'ont jamais évoqué les Lubavitch, que ce soit dans les articles mensuels de Youssef Indy ou bien d'autres? Et il est là le problème. Parce que ces gens-là veulent aussi la destruction des dômes, ils veulent aussi la construction du troisième temple, et ils veulent aussi l'asservissement des goïms à travers le noachisme. Voilà. Oui, Donc, on ne vous parlera que de l'antisionisme, et ça vous permettra d'occulter tout le reste. Et la plupart des militants et des sympathisants de R qui découvrent tout cela, notamment grâce au boucher double, alors, il y en a d'autres avant, hein, il ne s'agit pas de se tirer la couverture, mais il s'agit, on va dire, on a agité les choses pour qu'elles ne soient plus évitables. Eh bien, vous avez 2 types de réactions. Soit ceux qui tiennent mordicus et qui ne veulent pas voir le réel, soit ceux qui commencent à poser des questions, à se poser des questions et qui ne trouvent toujours pas de réponse, d'où les nombreux départs d'égalité-réconciliation. oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, tout ça, ça s'explique par le fait que Égalité et Réconciliation, c'est une organisation hiérarchique, elle a une ligne, cette ligne, on peut la définir comme une ligne eurasiste, douguiniste, assimilationniste, calergiste, donc elle veut le remplacement, elle veut l'assimilation, le vivre ensemble, et donc partant le remplacement des populations européennes sur leur propre sol soit par des Africains et des Maghrébins immigrés, pour le cas de la version occidentale, soit dans sa version orientale, eurasiste, par les minorités asiatiques, dont la Russie n'est pas avare. Je rappelle que depuis 2 ans déjà, la ville de Moscou n'est plus une ville blanche en majorité, puisque aujourd'hui, les blancs ethniques sont moins de 50% des habitants de Moscou depuis 2022. Ensuite, pour répondre à la question, en effet, Alain Soral a fait beaucoup de bien. Il a fait du très bon travail. Il a fait un travail de réinformation, de réédition, etc. Si l'on veut bien croire à l'indépendance, à l'autonomie de l'organisation contre-culture, enfin de la structure contre-culture. Moi, je crois que la réalité est un petit peu moins brillante, puisqu'en fait, il s'agit probablement d'une entreprise Potemkin qui vit des subsides, enfin de l'assistance, des fonds Malofeyev qui transitent par les instances pilotées par Alexandre Douguin, en particulier par l'Institut de Tsargrad. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une dette à l'égard d'Alain Soral. Et ça, il ne s'agit pas de le nier. Il y a de nombreuses personnes qui ont découvert la politique, qui ont repris la lecture, qui ont pris goût à la lecture par les vidéos et les analyses d'Alain Soral. Beaucoup ont été également sensibilisés à la question J par Soral, donc ça n'est pas à enlever de son bilan. Je pense qu'il faut là-dessus être sincère et honnête et rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc oui, il y a du très bon travail qui a été fait par Alain Soral et par Égalité et Réconciliation. Il ne s'agit pas de le nier. En revanche, pour ceux qui essaient de faire des procès en religion ou en moralité en nous comparant à Alain Soral, je voudrais juste rappeler qu'Alain Soral lui-même s'est livré dans des récits autobiographiques sur ses pratiques homo-curieuses. Voilà, les photos où il se déguise en bon musulman avec djellaba et chapelet ne sont pas des images fabriquées par intelligence artificielle. Les déclarations de Soral sur les pratiques sexuelles qui ont été les siennes, qui sont les siennes, ou qu'il analyse quand il fait des analyses, par exemple, de Rocco Siffredi
ou de son ami Pierre Woodman, le pornographe de Budapest, ce sont des propos qui sortent de sa bouche. On ne les a pas inventés. Quand il parle de Poupetto, le petit chien qui lui lèche les bourses, dans je ne sais plus lequel de ses récits autobiographiques que je n'ai pas lu, parce que je dois reconnaître que j'ai pas beaucoup lu de Soral. Moi, j'ai lu Socrate à Saint-Tropez, ses abécédaires, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai pas lu beaucoup ses récits autobiographiques. Mais voilà, tout cela, c'est lui qui l'a livré au public, et donc il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Mais cette impudicité dont il a fait preuve depuis tant d'années, de toute façon, sera sa némésis. Hein. Je rappelle les photos du Binti Gate. Quel homme de 60 ans fait des photos de nus qu'il envoie à des Africaines de 30 ans? À qui a-t-on affaire? Donc, s'il s'agit d'interroger la moralité des uns et des autres, là, je passe mon tour. Parce que moi, je n'ai aucune prétention. Je suis, comme dit Tyler Durden, la merde de ce monde, prête à tout. Il n'y a pas de problème. On est soumis à la critique, on l'accepte. Mais en revanche, je n'accepte pas des considérations de nature morale, alors que l'on est en train de parler d'Alain Soral, Alain Bonnet de Soral. Voilà, l'homo curieux des squares entre 23h et 1h du matin, Grigorovitch. Moi, pour ma part, j'ai précisé que j'étais catholique, ce qui ne veut pas dire en aucun cas que je suis un bon catholique. Simplement, si je n'avais pas précisé d'où je parlais, que j'avais été ex-maçon, donc j'ai joué carte sur table. J'ai toujours, contrairement à beaucoup d'anciens maçons dans la dissidence, été plutôt dans la mansuétude sur certains maçons qui se faisaient bananer, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas péché par orgueil, mais ce n'étaient pas des satanistes. En revanche, il faut être exigeant et lucide sur la maçonnerie, notamment dite de droite, qu'un Michel Maffesoli, par exemple, va vous vendre, parce que le Grand Orient de France est dégénéré, c'est LGBT, et donc il faut passer du côté de Joseph de Maistre ou de René Guénon. Justement, j'ai contribué à expliquer l'arnaque, et que simplement, moi aujourd'hui, je poursuis un chemin dans une foi catholique, mais en aucun cas je fais des sermons, je laisse ça à d'autres qui s'en donnent à cœur joie au passage. On peut passer à la question du satanisme, je pense que vous en conviendrez, où effectivement il y a eu, lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris, certaines choses évidentes. Et est-ce que cela ne nous commanderait-il pas de soutenir les propos d'Alain Soral, de Youssef Indy, Pierre Jovanovic, Xavier Poussard, tenus chez Rachid Achachi? Qu'en pensez-vous, mon cher monsieur K? La première chose, c'est que je dirais que ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose de vrai que ça en fait ipso facto un allié. Alors oui, évidemment, il y a de très bonnes choses, de très bonnes analyses, encore aujourd'hui, sur égalité et réconciliation. Personne ne le conteste. Il y a aussi des trucs énormes. Hein. Je renvoie les lecteurs qui s'intéressent à l'analyse, par exemple, des émeutes en Angleterre, où on apprend qu'en fait, ce sont les sionistes pour tirer profit de la rébellion des petits blancs anglais contre leurs occupants et leurs remplaçants. Et donc là, finalement, ils nous ressortent leur vieux logiciel assimilationniste et qu'allergie de défense des gentils musulmans. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est toujours un truc étatique, c'est jamais les gentils musulmans. C'est une affaire, c'est une terrasse de synthèse, toujours pour émanciper, enfin affranchir, blanchir les musulmans, les arabes de cela, sauf quand c'est Trump, évidemment. Parce que là, il n'y a pas de musulmans. Donc quand c'est un attentat contre Trump, l'attentat est authentique. C'est le Deep State qui a essayé de se débarrasser de Donald Trump. Voilà, donc le niveau d'analyse est quand même souvent catastrophique, mais il arrive quand même qu'il y ait de bonnes analyses, surtout lors d'une émission comme ça avec plusieurs des épées de la dissidence. En général, on passe un bon moment, même si évidemment le diable est dans les détails. Et moi, j'aurais envie de dire d'abord, c'est que il y a une contradiction, si vous voulez, à nous demander, si vous voulez, de soutenir Alain Soral, Youssef Indy ou Achachi sur leur combat contre le wokisme des Jeux Olympiques de Paris dans sa cérémonie d'ouverture et de fermeture, alors que, dans le même temps, ils nous disent que le satanisme de Anton LaVey, de Alistair Crowley ou de Michael Aquino serait du folklore, du bazar californien, du fuzz pour impressionner le bourgeois. De deux choses l'une, soit le satanisme, le luciférianisme qui s'est déployé lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris sont un sujet sérieux, comme l'est l'identité de genre, l'identité sexuelle en réalité, de Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, et les implications que ça a sur la psyché d'Emmanuel Macron, puisque je rappelle qu'il y a tout un arrière-fond qui était effleuré par Xavier Poussard sur les relations probablement de sang entre Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron, et Emmanuel Macron. Une des façons dont Poussard a eu d'ailleurs d'évoquer ce sujet, c'est de rappeler que le prénom
de l'acteur de Chris qui se fait passer pour le père biologique d'Emmanuel Macron, c'est Jean-Michel. Donc je vous laisse imaginer l'étendue de ce continent noir inexploré. Mais de deux choses l'une, soit le satanisme transgenriste de Brigitte est une affaire sérieuse dans le cas de l'habitat Brigitte, et on ne voit pas pourquoi ça ne le serait pas dans le cas d'Alistair Crowley. C'est-à-dire que quand c'est les JO, quand c'est Thomas Joly, Brigitte Macron, c'est grave. Et quand c'est Alistair Crowley, Michael Aquino et Anton Lavey, ça devient potache et folklorique. Non. Là, il y a une vraie contradiction dans l'approche et cela prouve aussi le manque total de sérieux de leur engagement anti-luciféro-satanique. C'est la preuve même. Puisque si Alistair Crowley, c'est pas sérieux, alors qui est sérieux? Alors, notamment, je renvoie les auditeurs à l'émission Boucher Double 3, notamment où vous aviez fait un exposé sur Aleister Crowley, pour démontrer que s'il a touché beaucoup d'enfants du rock, tout ce qu'il faisait n'était pas sans conséquence et sans ritualisation. Et donc, quand Alain Soral dit que certains attaquent, je cite, un proche de nous, comprendre Christian Boucher, parce que finalement, ils n'ont pas compris que Crowley était juste un guignol, je rappelle cette photo avec Kenneth Sanger et Alfred Kinsey dans l'abbaye de Céphalou en Sicile, avec la photo de Aleister Crowley, et donc ça a fait des petits. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que pas plus tard que la semaine dernière, on a vu une vidéo de Candace Owens, justement, revenant sur le cas de Crowley, et elle prend la chose très au sérieux. Là, je pense évidemment à Xavier Poussard, qui a fait des numéros et des numéros et des numéros sur l'habitat Brigitte. Donc, ok, il fallait le faire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était un homme. Et la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une 4e saison sur l'habitat Brigitte? Ou est-ce qu'on va pouvoir explorer, par exemple, au hasard, les méta-réseaux de Christian Boucher ou les tunnels Lubavitch? Parce que là encore, Candace Owens a fait une vidéo à la sortie des tunnels Lubavitch, donc à la mi-janvier, où elle rappelait notamment que dans le quartier de Kronheis, il y avait à peu près 20 000 membres. Ils avaient leur police privée et leurs tribunaux privés. Donc, c'est pas vraiment les Amish de la petite communauté. Et donc là, on a tout un ensemble de contradictions qui est très intéressant parce qu'à la fois, Candace Owens, par son soutien à Trump, tout laisse à penser qu'elle est dans le camp de Dugin, mais la version Crowley est juste un guignol, ne peut pas tenir la route pour qui a lu un peu Guénon, qui prenait justement Crowley dans une version démonstrative, mais également comme un mage noir tout à fait sérieux. Donc là, il y a également un problème. On ne peut pas dire que Crowley, c'est un saltimbanque et en même temps s'en référer à Guénon. Là, il y a un problème de logique. Et Oui, enfin, surtout que Guénon donne son nom comme l'un des seuls membres identifiés de la contre-initiation connue. voilà. Après, il va dire il y a pire. Mais c'est ça, en fait. Tout le truc, c'est que pas parce qu'il y a du folklore qu'il n'y a pas quelque chose de sérieux. C'est aussi une façon de se protéger. Et enfin, ce qui est très intéressant, c'est que dans la fine équipe que l'on a décrite chez Hachachi, vous en avez un qui est manquant et qui critique beaucoup la Macronie. C'est ce fameux Zoé Sagan, Atlan de son vrai nom. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Il y a beaucoup de rimes, effectivement, avec Juan Branco, qui il y a 3 ans, 4 ans, faisait des scènes de ménage avec Cyril Hanouna en plein plateau de Touche pas à mon poste. Là, vous avez la même chose avec Zoé Sagan. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce Zoé Sagan se réclame depuis peu d'un autre co-créateur qui est lui, qui est défunt, qui s'appelle Stephen Mark Line, qui est né en décembre 1950 dans le quartier de Crownite à Brooklyn. Crownite, qui est donc le quartier Lubavitch. Et la deuxième chose, peut-être encore plus intéressante, puisque là, on pourrait parler d'un hasard, et là, ce n'en est pas, c'est que il se réfère au père du discordianisme, enfin en tout cas l'un des pères, c'est William Burroughs. Donc je renvoie les auditeurs à l'émission Gladioculture, c'est Boucher Double numéro 7, et je vous cite l'un des passages du livre de ce Burroughs. Tu construis de fausses émissions d'information sur une caméra vidéo et tu mélanges les nouvelles fabriquées avec de vraies émissions d'information. Tu as un avantage que ton adversaire n'a pas. Il doit dissimuler ses manipulations. Toi, tu n'es pas obligé de le faire. En fait, tu peux annoncer le fait que tu écris des nouvelles à l'avance, que tu essaies de les réaliser par des techniques que tout le monde peut utiliser. Et cela fait de toi une nouvelle, en majuscule, et aussi une personnalité de la télévision. Si tu t'y prends bien, tu veux que tes cassettes vidéo cut-up soient diffusées le plus largement possible. Les techniques de cut-up pourraient submerger les médias de masse avec une vision totale. C'est exactement ce que fait Zoé Sagan, c'est-à-dire qu'il nous a vendu un narratif à base d'IA. Maintenant, il a les nervis de la Macronie
Enfin, bon, moi, je suis quand même assez pragmatique. Si quelqu'un veut faire la peau à quelqu'un, il ne fait pas des démonstrations, il règle le problème, hein. Je veux dire, les moyens, l'État a les moyens de le faire. Et qui nous renvoie jusqu'au 85 procès de Alain Soral, qui, même s'ils sont vrais, même si les parties prenantes sont véritables, si on veut se débarrasser de quelqu'un, il n'y a pas d'indulgence comme celle-ci. Donc, effectivement, il y a un côté, on veut entretenir le show parce qu'on a besoin d'entretenir le show. Parce que si vous n'entretenez pas le show, qu'est-ce qui se passe? C'est que les brebis, dans ce cas-là, vont se poser des questions, elles vont peut-être passer du sionisme aux racines du sionisme. Et le racine du sionisme, pardon, on peut aller à Moses Hess, etc., qui déjà théorisait que le sionisme était en articulation avec le traditionnalisme, parce que d'un certain côté, le traditionnalisme, envoyé à l'extérieur par le côté du judaïsme libéral, corrompt le monde occidental dans son acception moderne. Donc, Zoé Sagan renvoie à Dugin, à la lecture de Dugin. Il dit nommément que les médias français sont nuls parce qu'ils n'ont pas lu Dugin, il le dit. Il espère que Juan Branco va aller voir Dugin faire une interview. Donc, Juan Branco, l'avocat de Julian Assange. Et dernier élément, et pas des moindres, c'est que vous avez Youssef Indy qui, en 2019, traitait Juan Branco d'opposition contrôlée, d'être un agent pour rediriger le mouvement des Gilets jaunes. Juan Branco, très suspect par sa famille, à la fois proche du ML, mais aussi parce qu'il avait son côté très romanesque et ce côté avec ce tableau de Goya qui trônait au-dessus de son cabinet d'avocat, également en vitrine de son site internet, et bon nombre d'internautes lui avaient reproché. On retrouve cet aspect discordianiste assumé. Alors le problème, c'est que le discordianisme, peu de gens connaissent, mais en fait, c'est ce mélange du vrai et du faux, hein. C'est rien n'est vrai, tout est permis, hein, sous la doctrine de Hassan al-Banna, et qui est complètement quelque chose, on revient, si vous voulez, à la tradition telle que Guénon, mais à avoir une voix discordienne. Et donc, on est à la croisée, on est dans les Illuminés de Thanatéros, et je vous le donne en mille, qui est, quoi comme symbole, qui est celui du sigil du chaos de Dugin. Donc, c'est très intéressant de voir qu'en fait, on est en circuit fermé, où entre un Indy et un Branco, vous avez effectivement un nuancier, mais tous sont inféodés à Dugin. Et c'est ça aujourd'hui dans la dissidence, c'est que vous devez être pour Trump ou pour Dugin d'une façon ou d'une autre. Et que ce soit Zoé Sagan, que ce soit Jean Branco, que ce soit Youssef Indy, donc des gens très épars, hein, tous se rejoignent sur quelqu'un de nodal comme Alexandre Dugin. Et ce qu'on n'a pas rappelé, c'est que Achachi, c'est quand même celui qui vous décrivait Dugin, qui jouait avec les tables tournantes, pas les croix tournantes de feu, c'est ça en fait. Mais il avait esquivé, il avait embrouillé le problème. Et donc, on a des gens qui râlent contre du satanisme de folklore à la Crowley, etc., avec toutes les contradictions qu'on a soulevées avec Candace Owens, et qui en même temps cachent le côté véritablement pervers des Dugin qui s'habillent en traditionnalisme. Parce que c'est ça le fond du problème, c'est qu'à la limite, Macron s'est fait à ciel ouvert. Les autres sont dans quelque chose de beaucoup plus dissimulé. C'est Lucifer contre Satan, hein, pour faire court. Le 19 mai dernier, à l'invitation de Géopolitique Profonde, se demandant si Vladimir Poutine était contrôlé par les Loubavitch, Pierre Hillard rappelait qu'il avait été calomnié durant 10 jours par Jean-Michel Perruchot, alias François-Xavier Rochette de Rivarol. Pensez-vous que Jérôme Bourbon soit impliqué dans pareille entreprise, nous demande un lecteur. Alors, ce que je sais, c'est que vous avez Jérôme Bourbon qui a écrit à Pierre Hillard, alors c'est quelque chose de privé, mais là c'est pour défendre Jérôme Bourbon, qui le 19 mai lui a dit, écoutez, j'ai eu vent des calomnies de Jean-Michel Perruchot sur Internet, s'il m'avait tenu au courant, je l'aurais dissuadé, etc., etc. Et Pierre Hillard a saisi la balle au bond pour lui proposer un entretien sur le compte de Gontaubiron, chose qui a été acceptée. Donc en creux, ça a été finalement Rivarol qui a reçu Pierre Hillard. Pour autant, ce Perruchot a continué sous d'autres pseudos, dont Ancenis, à salir Pierre Hillard, notamment en lui prêtant d'être un agent, tenez-vous bien, des Rothschild, parce qu'il pointait les Lubavitch, tout comme nous d'ailleurs. Et donc la question qui se pose, puisque vous le savez comme moi, hein, que certains ont dit qu'ils avaient renoncé à leur abonnement Rivarol, donc finalement les agissements sur X de Perruchot avaient nui au journal Rivarol, est-ce que Bourbon arrive à tenir Jean-Michel Perruchot? La question se pose. Et donc, oui, dans un sens, il n'a pas cautionné Jean-Michel Perruchot, mais de l'autre côté, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas laissé faire. Voilà, et effectivement, ça nous rappelle étrangement une stratégie en tenaille ou en étau. Oui, il y a d'autre part, selon moi, il y a une opération de prise en tenaille de Rivarol par d'un côté la suppression de sa commission paritaire, hein, par la CPPAP,
ce qui lui retire différents avantages fiscaux, postaux, tarifaires, etc. Et puis surtout ce qui lui retire l'obligation qu'ont les distributeurs de presse de recevoir Rivarol comme un titre, certes d'opinion, mais relevant de la presse généraliste d'information. Et donc le retrait de cette commission paritaire, qui a été obtenu par les Sleeping Giants, c'est-à-dire par toujours la même équipe, et Rudi Reichstadt, des Tristan Mardès-Franck et consorts, c'est-à-dire la petite équipe autour de Jean-Yves Camus. Rivarol, d'une certaine manière, est mis en difficulté par la team Camus, qui, je le rappelle, est en connexion avec Christian Boucher, ce qui poussera Rivarol dans les bras d'Égalité et Réconciliation pour survivre, pour chercher des appuis, pour chercher un nouveau lectorat. Et en se jetant dans les bras d'Égalité et Réconciliation, d'une certaine façon, Bourbon renoncera aussi à sa liberté totale et à son indépendance. Il sera obligé de tenir compte de certains silences obligés et de certaines critiques silencieuses. Donc on peut imaginer, sans aller jusqu'à une complicité ou une validation des saloperies, il n'y a pas d'autre mot, de Perruchot à l'égard de Pierre Hilard, il y a véritablement un encagement de Rivarol qui est opéré toujours selon la méthode de la pince si chère à Christian Boucher, c'est-à-dire l'envoi de ses équipes de la police juive contre un opposant, soit pour le disqualifier, le liquider, soit au contraire pour l'obliger à adopter sa ligne. Et je pense que ce pauvre Bourbon, loin de moi l'idée de l'accuser de quelque conspiration que ce soit, je pense que Bourbon est en train de se faire encager pour que Rivarol devienne rachetable par la chiassidance. C'est-à-dire que là, on peut imaginer dans une deuxième phase un afflux de liquidités par les canaux Malofeyev et consorts. C'est imaginable. Alors tout dépendra du degré de naïveté ou de l'instinct de survie de Bourbon. Fait-il partie de ces gens très roués qui savent quoi faire pour survivre, ou sera-t-il écrasé par le rocher de l'équipe Jean-Yves Camus? Voilà, l'avenir nous le dira, mais de toute façon, nous allons voir une inflexion, puisque de toute façon, Bourbon sera l'invité vedette, sera la vedette américaine du Festival de la Réconciliation, ce qui viendra sceller d'une certaine manière son rapprochement avec Égalité et Réconciliation, rapprochement dont il se tenait le plus éloigné possible à l'époque où moi j'avais des échanges téléphoniques avec lui, suite par exemple à l'affaire des brigandes ou autres. Voilà. Donc je pense que là on assiste quand même au dévoilement de la mise en main progressive des fonds Malofeyev par l'entremise de Alexandre Douguine et donc de Christian Boucher sur, sinon l'ensemble, en tout cas une très grande partie de la chiassidance francophone. Absolument. Et deux choses. La première, c'est que si Rivarol n'a jamais été très actif sur les Lubavitch, je crois que Théa Desjardins et BHL avaient remonté, je crois, à 2005. En tout cas, c'est comparable à Égalité et Réconciliation pour ne pas avoir parlé du problème des Lubavitch. Toujours sur Rothschild, toujours sur le sionisme, mais rien finalement sur les Lubavitch. Et en fait, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que nous, depuis 6 mois, on nous dit que vous êtes complètement monomaniaque sur les Lubavitch. Non, il faut prendre la question à l'envers. C'est pourquoi depuis 17 ans ou pourquoi depuis 20 ans, on n'en parle jamais. C'est ça la vraie question. Et la deuxième chose, c'est que Jérôme Bourbon, on sent que c'est un homme maculé. Et maintenant, il se parle des Lubavitch, mais pour les défendre. C'est-à-dire qu'il est obligé de passer Youssef Indis alias Jean Terrien. Il a passé l'article pour dire que finalement, les Lubavitch étaient contrôlés par Poutine, qui était un joueur d'échecs à 4 dimensions, ce que vous avez rappelé, dans Boucher double 12, puisque l'article était sorti le jour même. Donc on voit effectivement tous les stigmates d'une direction qui peu à peu va se douguiniser. J'ajoute qu'il y a 2 ans, Jérôme Bourbon avait lancé dans Rivarol un débat sur Douguine et Boucher avait invectivé Rivarol. Je crois que c'était contre Philippe Ballet et contre d'autres, parce que justement, il remettait en question Douguine. Et je pense qu'avec ce que vous décrivez, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'espoir. On va aller de plus en plus vers une coagulation de la dissidence douguinienne. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose pour la clarté. Oui, et les auditeurs pourront constater que la rédaction même de Rivarol se ERise, hein, puisqu'on a vu l'arrivée, je crois, de Sapaudia et de Pierre de Brague, si je ne m'abuse. Oui, pour les lectures de l'été. Donc effectivement, il y a peut-être un côté donnant-donnant, mais en tout cas, il y a des destins entrecroisés. Vous avez, au lendemain du 13 juillet, date de la tentative d'assassinat de Donald Trump, été les premiers, sinon les seuls, à crier à la psyope. Avec le recul, ne pensez-vous pas vous être trompé? Bah, écoutez, la première chose que j'ai envie de dire à ce sujet, c'est que le fond de la question a été largement ignoré dans les débats.
malgré l'importance du sujet, et 1 mois plus tard, personne n'en parle plus déjà. Et pour moi, ce silence, c'est déjà très révélateur. Évidemment, même les médias mainstream ne parlent pas de la remise en question du scénario parce que c'est conspirationniste. Mais les médias dissidents, en particulier ceux qui se sont déjà illustrés par le passé par un style conspirationniste, remettant en question les narrations officielles sur des événements aussi importants que le 13 juillet, on n'a rien vu. On a vu une seule chose, allant un petit peu dans notre sens, c'est Cossette Trudel qui a dit oui, il s'agit d'une psyop, mais il s'agit d'une psyop Trump, réalisée par les équipes de Trump, donc par QAnon, mais c'est une bonne psyop. C'est une psyop finalement pour damer le pion, pour prendre l'arène à l'état profond dans toujours ces jeux d'échecs à 4 dimensions. Alors cette fois-ci, c'est plus Poutine, c'est Trump. Voilà. Mais il y en a un dans la chiassidance qui a quand même reconnu que c'était une opération psychologique d'envergure, c'est Cossette Trudel, mais quand même pour la vendre à sa communauté de lemmings qui le suivent et qui lui envoient de l'argent, pour leur dire que, ok, c'est une opération psychologique, mais ça va dans le bon sens. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans les concepts un peu à la Lucien Cerise, la bonne numérisation, la mauvaise numérisation, la bonne psyop, la mauvaise psyop, la bonne ingénierie sociale, la mauvaise ingénierie sociale, si vous voulez. Bon, là, c'est selon en fait le camp. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dire que on ne s'affranchit pas, on ne se libère pas de l'oppression par des moyens aliénés. Non, ça c'est fini, ça c'est terminé. Le situationnisme, le marxisme critique, l'égélo-marxisme, c'est fini ça pour Lucien Cerise. Là maintenant, c'est dans quel camp êtes-vous? Si vous êtes dans le camp russe, alors c'est bon. Vous pouvez faire des CBDC, vous pouvez faire de la biométrie. Alors, ce qui est amusant maintenant, c'est qu'ils sont dans la négation. Vous voyez, ils nient les choses tout en les acceptant. Donc là, dans le cas du 13 juillet, la dissidence, en fait, a à la fois validé la narration officielle du média mainstream, donc des médias de grand chemin. Donc la narration est bonne, il n'y a pas de psyop, et s'il y a une psyop, elle est le fait de l'état profond autour de Obama et de Kamala Harris pour se débarrasser de Donald Trump. Voilà, ça c'est le mieux qu'on peut obtenir. Il y a le troisième scénario, donc ce n'est pas une psyop montée par l'état profond autour de Obama et de Kamala Harris pour se débarrasser du dissident, du challenger Trump, qui résiste au système depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans, selon ce que voudra Alain Soral. Non, cette fois, c'est le scénario, je dirais, secondaire de Trudel Cossette, c'est oui, il y a une psyop, mais c'est Trump qui l'a mise en place. Voilà ce que nous a livré la chiassidance comme explication du 13 juillet. Alors que, évidemment, la chose est certaine, aucun terroriste ne peut approcher un président américain sans que, je dirais, tout l'appareil de sécurité de la présidence ne soit d'accord. Et ça, on le sait au moins depuis l'assassinat de Kennedy. Voilà. Donc personne n'approche le président américain en exercice ou même en retraite et en campagne. Non, personne. Donc non, je ne regrette pas d'avoir pris cette position parce que c'est la seule qui se justifie. Et tous les autres, maintenant, vont passer un été compliqué. Parce qu'à la rentrée, il va falloir commencer à expliquer. D'abord, il va falloir nous expliquer pourquoi toutes ces photographies de Trump avec un petit chapeau et pourquoi tous ces assauts de judéo-servilité, sur le site d'égalité et réconciliation, on ne voit pas ces photos, alors qu'elles sont partout sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là, eux, ils vont avoir du mal à expliquer ce silence, sinon par leur jobardise. Donc là, les auditeurs ont deux solutions. Soit Égalité et Réconciliation est une organisation peuplée de jobards qui voient des judéo-sceptiques et des judéo-résistants là où il n'y a que des judéo-serviles, ou alors c'est que c'est eux les jobards et que, comme dirait l'autre, quand vous êtes à une table de poker, si au bout de 5 minutes vous n'avez pas trouvé le pigeon, c'est que c'est vous. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, comme vous, je ne regrette absolument pas, et je remercie également Xavier d'Alterophilo d'avoir eu l'audace de nous avoir laissé la parole. Alors, pour dire les choses comme elles sont, c'est qu'à 19h, Xavier me contacte pour vous recevoir. Et finalement, bon an, mal an, puisque dans le chat, il me dit de vous rejoindre. On n'avait vraiment pas tous les éléments. Le lendemain, vous avez Isabelle et Joe Masso qui ont fait également, avec un peu plus d'éléments, l'absurdité de la thèse du véritable attentat. Alors, juste sur le fond, avant de regarder un petit peu les narratifs qui ont été servis, vous avez donc Loup Divergent avec qui vous avez collaboré, qui avait reçu quelqu'un de spécialisé dans la sécurité et qui faisait notamment état de l'absence
de parapluie en Kevlar, qui était une faute professionnelle pour remonter Donald Trump avec cette fameuse photo avec le poing levé. On a également la femme qui a du mal à remettre son revolver dans son étui, qui montre qu'il y a une absence totale de professionnalisme. Bon, je vais passer sur tous les détails, et le premier, en tous les cas, c'est comment le toit plus proche où se donnait en représentation Donald Trump a pu être approché par une espèce de beatnik binoclard aux cheveux longs, qui a bravé tous les trucs de sécurité, qui était très mauvais au tir, hein, en plus. Vous imaginez l'état profond à investir sur un gars pareil. Il y a quelque chose qui colle pas. Alors Il y a maintenant, une chose qui est sûre, oui. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a aucun des éléments de la narration officielle qui tient la route. Comme l'a fait remarquer BHL, les ficelles sont trop grosses pour être ignorées. Et donc tous les conspirationnistes du web, même niveau 1, hein, qui sont des fanboys d'égalité et réconciliation, le savent. Ils le savent. Et donc en fait, c'est la raison pour laquelle tout le monde est passé à autre chose. On n'en parle plus. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de creuser cette plaie, vous voyez, de dire, mais attendez, mais je comprends pas, mais c'est pas, pourquoi est-ce qu'égalité et réconciliation a embrayé sur le scénario officiel? C'est ridicule. Il y a trop, et en plus, les contradictions n'ont cessé d'être soulignées à mesure que les jours et les semaines passaient. Donc en fait, ceux qui savent que le 13 juillet était une arnaque complète sont de plus en plus nombreux, mais tous préfèrent passer à autre chose et mettre la poussière sous le tapis plutôt que de reconnaître que la ficelle est un peu grosse et que rien ne tient la route dans le narratif, non seulement officiel, mais aussi de la chiassidance. Et c'est ça le problème, c'est que là, on a un vrai problème, c'est que les chiassidants refusent de poser des questions quand c'est égalité et réconciliation qui donne la réponse, alors qu'ils le font quand c'est BFM qui donne la réponse. Et là, on a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans l'auto-suggestion, dans l'auto-hypnose, dans l'auto-mesmérisation. C'est-à-dire que pour ne pas renoncer à leur narratif flatteur et satisfaisant de la dissidence, etc., ils préfèrent ne pas examiner cette affaire du 13 juillet qui est énorme. C'est-à-dire que la chiassidance a validé une narration véritablement invraisemblable. oui, absolument. Et je dirais, heureusement, il y a eu les Jeux Olympiques parce que l'ouverture et la fermeture ont permis justement à regarder ces salauds de Macron, ces satanistes. Parce que ça fait une pause, parce qu'on va quand même rappeler aussi deux, trois choses au-delà des aspects techniques qui ne collent pas. Effectivement, on a eu toutes les versions, hein. On a le bon état profond versus le mauvais. Donc ça, c'est plutôt Jean-Maxime Corneille. Et on a effectivement le poil à gratter. Alors là, c'est malgré lui, c'est Alexis Cossette, où il faut quand même voir une chose, c'est qu'il a eu tout son public qui s'est mis à dos, si bien que le lendemain, il a fait une spéciale géopolitique profonde où Mike Borowski commence en disant oui, votre thèse est excessivement intelligente. Alors il savait que Alexis Cossette allait aller sur ce truc de bonne psyop. Mais on voyait au fur et à mesure de l'émission se décomposer la tête de Mike Borowski. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils avaient passé 48 précédentes heures à faire passer Trump victime d'un attentat, etc. Et donc là, Alexis Cossette-Trudel casse le narratif total, même s'il est dans le même camp. Maintenant, il y a une deuxième couleuvre qu'ils ont dû avaler, c'est 10 jours après, ou 15 jours après, c'est la visite de Netanyahou, au moment où il y a eu l'abandon de Biden pour Kamala Harris, dit-on aussi avec un appel de Netanyahou pour encourager cela, et qui est venu quand même soutenir Donald Trump. Donc après, on vous explique que Donald Trump ne serre pas la main, mais en fait, il serre la main. C'est même plus des couleuvres qu'ils doivent avaler. C'est qu'effectivement, vous avez eu le 11 septembre, où alors là, vous aviez toutes les télés mainstream, vous étiez obligé de croire à la version de l'époque en l'état. Et là, c'est la même chose, mais pour tous les médias alternatifs dissidents. C'est-à-dire qu'aucun média alternatif dissident. Il y a eu nous chez Alterophilo et vous avez eu Isabelle et Joe Basso de ICTV. Et vous avez eu Lou Divergent 2-3 jours après, mais parce que c'est une question de timing. Mais sinon, que ce soit Géopolitique Profonde, ER, TVL, Radio Courtoisie, Média Presse Info, n'ont remis en cause la véracité de l'attentat, mais ne serait-ce que de se poser la question. On n'est plus dans quelque chose de conspirationniste, on est vraiment dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus finalement la vision de gauche mondialiste, on veut juste une vision de droite, mais tout à fait mainstreamée finalement, puisqu'on avale tout cru la théorie de l'assassinat contre Trump. Ah oui, là, Voilà, donc ce ne sont plus des couleuvres qu'ils avalent, ce sont des boa constrictors. Et le problème que moi j'ai avec ça, si vous voulez, c'est le public. Parce qu'en fait, c'est le public qui décide. C'est pas lui qui décide ce qui est vrai, mais c'est lui qui décide d'apporter son soutien en apportant son audience. Et là, c'est catastrophique. C'est-à-dire que
Mais je pense que la dissidence ne s'en remettra pas de sitôt de ça. C'est-à-dire que là, ils ont pris un gros coup. Et il suffira d'appuyer là-dessus pour. Et puis sur la question, pour moi, la vraie question, c'est, j'ai envie de dire, c'est encore plus évident avec Netanyahou. Comment peut-on nous dire, vendre des bustes de Donald Trump en nous expliquant, avec des bustes de Poutine, en nous expliquant que ce sont deux opposants au nouvel ordre mondial, alors que Donald Trump est constamment euh, assailli de messages de soutien et énamouré de Benjamin Netanyahou, qui, je dois dire, a pris la place d'Ariel Sharon dans l'imaginaire pro-palestinien. Oui, alors j'ai oublié la plus belle. Et là, je ne l'invente pas, c'est que Netanyahou, quand il est venu voir Trump, il a parlé du Deep State. Mais il a dit que le Deep State, c'était l'Iran. Donc, imaginez le niveau de court-circuitage chez le dissident. Il se dit qu'il y a effectivement il y a un Deep State, mais selon Netanyahou, donc soutien de Trump qui est victime de cet attentat, il est victime du Deep State US qui est en fait iranien. Et c'est ce même Netanyahou, vous vous rappelez, qu'elle est à l'ONU avec ce fameux schéma de bombe, hein, vous voyez. Là, en fait, on est au bout si vous voulez, si vous avez déjà eu affaire à des mythomanes, vous êtes au bout du mensonge de la dissidence. C'est-à-dire que voilà, le Deep State a fait le coup, mais derrière Obama, en fait, il y a les mollahs. Voilà. Et là, moi, j'aimerais entendre Youssef Indy là-dessus. J'aimerais en fait entendre, ben, c'est très simple pour les auditeurs, solliciter Youssef Indy pour qu'il fasse une analyse du 13 juillet, qui nous explique qui a fait le coup, et qui nous explique comment ça s'articule avec Benjamin Netanyahou. Ça, là, on serait curieux de l'entendre. Alors, il peut faire une révision, mais il a déjà donné sa version sur Rachid Achachi, où il a parlé de l'acte 2 en référence à l'acte 1 il y a des années avec Donald Trump. Vraiment, le Deep State voulait lui faire la peau. Et c'est après seulement que Netanyahou est venu parler du Deep State iranien. Voilà. Donc là, j'aimerais une révision. Voilà, il va falloir La faire beaucoup de révisions parce que là, ça s'annonce très compliqué de continuer de faire tenir ensemble tous ces mensonges. Voilà, après, quand on est dans le climat de la dissidence, etc., on peut être victime, si vous voulez, de désinformation, d'intoxication et de silence, etc., qui accumulés construisent une narration qui est acceptée par l'auditeur. Mais une fois qu'on en sort, si vous voulez, c'est comme le sortilège dans Le Magicien d'Oz. Vous tirez le rideau et vous voyez juste un petit bonhomme. Bah là, on voit juste un petit tas de mensonges qui ne sont pas congrus entre eux. Alors, Alain Soral peut Absolument. toujours dire que lui, il est dans le sérieux, mais là, je trouve qu'il est plutôt dans le comique. Et Oui. ça le change du comique de répétition qu'il emploie régulièrement sur Twitter avec les Lubavitch. Mais c'est très simple. Il y a un outil qui s'appelle Lubarama. Les auditeurs n'ont qu'une seule chose à faire, c'est, s'ils ont un compte Twitter, aller sur Lubarama et aller voir la base documentaire sur les relations entre les Lubavitch, Trump, Poutine et le pouvoir israélien. Voilà. Et ils verront que non, les gentils juifs religieux ne sont pas antisionistes, qu'ils représentent les quelques juifs antisionistes représentent une petite poignée dérisoire, et ça ne comprend pas les Lubavitch, et que cette petite communauté espère la venue de son Messie, qui sera, selon la tradition chrétienne, aussi bien catholique qu'orthodoxe, comme chez les musulmans, ce personnage est identifié à l'Antéchrist, que cet Antéchrist régnera depuis le troisième temple de Jérusalem reconstruit, donc sur le site des deux sites saints de l'islam, que sont le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, et qu'ils attendent eux aussi de leur Machiar, de leur Messie, de leur faux Messie de l'Antéchrist, la soumission des Goïms, ce qui leur permettra de disposer chacun de 2800 esclaves. Voilà ce qu'ils espèrent aussi. Et tout cela, évidemment, c'est les questions que j'ai déjà posées à l'écrit à Youssef Indy, puisqu'il demandait des questions par écrit, courtoises, ce que j'ai fait avant que des différends entre nous n'émergent, qu'il s'enfuit, qu'il fuit le débat qui aurait dû avoir lieu à Nice, qu'il a fait annuler. Hein, il a fait annuler cette réunion qui avait été interdite par la préfecture de Nice, qui avait été reprogrammée après la victoire de la direction de culture populaire au tribunal administratif, ce que le préfet et le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est un sioniste de combat, n'ont pas réussi à faire. Youssef Indy, lui, l'a fait. Il a réussi à déprogrammer cette rencontre qui aurait donné lieu peut-être à 3 ou 4 minutes d'échanges amicaux et courtois, mais où j'aurais posé des questions sur Alexandre Douguin. Et ça, Youssef Indy ne peut pas le supporter parce que ce serait dévoiler l'ensemble du jeu chiacidant qui est, encore une fois, je le répète, une opération d'ingérence en Europe occidentale par des réseaux Lubavitch, par l'entremise de Constantin Malofeev et de ses réseaux douguiniens en Europe comme en Amérique du Nord. Dans une récente vidéo, Éric Vérag s'en prend de nouveau à Pierre Hillard, qu'il qualifie de guignol. Nous, il nous qualifie, je crois, de gugus.
ainsi qu'à certains qui ne seraient pas de vrais catholiques car ils ne sont pas dans l'amour. Le fait que cette vidéo ait été relayée par Égalité et Réconciliation signifie-t-il qu'Égalité et Réconciliation cautionne ces propos? Nous demande un autre auditeur, mon cher Grégor. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est une caution, voire une commande. Il faut voir ça dans un ensemble. L'année dernière, 2 jours après Libération, Éric Vérac publie une tribune de Édouard Husson à charge contre Pierre Hilard. Donc là, on est dans le contexte de l'affaire Civitas. Et au-delà de la question historique qui peut, à la limite, se poser, la question qui se pose, c'est celle du timing. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le courrier des stratèges agit en même temps que Libération et BFM TV à charge contre Pierre Hilard. Que fait un an après Égalité-Réconciliation? Il relaie les propos inamicaux de Éric Virag à l'encontre de Pierre Hilard, qui n'a jamais rien dit. Et quant au bisbis que l'on a eu avec Éric Virag, donc qui remonte à novembre, décembre et janvier de cette année, c'était justement suite à ses actions avec Édouard Husson contre Pierre Hilard. Depuis, on n'en avons pas parlé, mais la bave aux lèvres, Éric Virag est revenu à charge, si bien que si récemment, dans un échange Twitter, il me disait que je le voulais dans un four crématoire, enfin un truc complètement délirant, le point Godwin en une ligne. Voilà, moi je lui ai fait remarquer 2 choses. D'une part, la chronologie, le timing dans lequel il avait attaqué Pierre Hilard. Et deux, pour un antisionisme conséquent qui se réclamait de la maçonnerie, parce que pour lui, il y a la bonne maçonnerie. Je lui disais qu'il y avait un problème de compréhension sur ce qu'était la maçonnerie et qu'il devait se référer à l'article 1er sur le noachisme. Le maçon est un parfait noachite. Et donc, le maçon est un parfait noachite, donc il œuvre au noachisme et qui y œuvre tout simplement au programme des Lubavitch, ni plus ni moins. Voilà sur le fond. Et donc, ER qui relaie Verhaeghe, ça dit 2 choses. La première, c'est que ER, en tout cas les cadres de ER, pas les militants, hein, parce qu'il s'est fait quand même alpaguer dans les commentaires, a choisi son camp. Et la deuxième chose, ça dit qu'ils utilisent des proxys parce que, courageux comme il est, Alain Soral ne va pas dire directement des choses contre Pierre Hilard, puisque, vous rappelez-vous, il nous attaquait, nous, pour nous qualifier de petits cons, de traîtres, etc. Et qu'il disait que Pierre Hilard, il le respectait, c'est quelqu'un qui faisait de la théopolitique, qu'il arrimait les faits par ses croyances, chose qu'il ne dit pas d'ailleurs sur Youssef Indy, mais il le préservait. Mais en fait, il ménage. En fait, il essaye de faire croire que nous avons été les intermédiaires qui avons salopé la relation entre Pierre Hilard et Égalité et Réconciliation. La vérité, c'est que Pierre Hilard s'est fait censurer, balader, etc., par Égalité et Réconciliation, qui sont arrivés à un point de rupture en décembre, puisque la section grenobloise avait reçu Pierre Hilard sur une conférence sur Poutine. Et en mars 2024, la section grenobloise lui a signifié que la direction ne voulait pas diffuser cette conférence. Et donc, c'est bien a posteriori de cette décision que cette conférence a atterri sur ma chaîne. Donc, la réalité, la question qui peut se poser, c'est pourquoi ER n'a pas relayé cette conférence de Pierre Hilard qui portait atteinte à Vladimir Poutine? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi il lui signifie, mais derrière, il n'assume pas. Ils n'assument pas tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pris dans une chose qui est que leurs militants et leurs sympathisants apprécient Pierre Hilard. Et que là, les masques tombent. Et donc, le jeu de Soral, c'est de nous évacuer toute la responsabilité dans ce différend avec Pierre Hilard, qui ne repose que sur du fond. Encore une fois, il n'y a pas eu d'invective de la part de Pierre Hilard, ni nous d'ailleurs, hein, on a toujours été sur le fond. Je rappelle une chose très importante, on a toujours épargné égalité et réconciliation quand on parlait de Christian Boucher qui venait dire qu'il n'y avait pas de planque allergie et qu'il l'avait fait dans une section parisienne. On a laissé pendant 2 ou 3 émissions, donc 2, 3 mois, la possibilité à ER de diffuser et de répondre à cela. Et on a bien compris qu'en fait, elle était complètement inféodée, voire de Boucher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour les épargner. Mais la réalité est que, tout simplement, ce sont des staliniens. Ils sont en train de planquer leurs cadavres. Et leurs cadavres, ce sont les Lubavitch. Oui, en plus, cette technique qui consiste à l'emploi de proxy, c'est vraiment une manière de ne pas avoir à endosser les attaques contre Pierre Hilard et ainsi dédouaner ER de toute responsabilité directe, laissant le sale boulot à Monsieur Verhaeghe qui fait ça avec plaisir parce que c'est un sale type. Et je veux dire que la méthode en elle-même, comme le dirait l'un de mes chers collaborateurs sur le groupe EER, et pardonnez mon langage, mais c'est vraiment cette technique de l'emploi de proxy, c'est une technique d'enculé. Parce que c'est vraiment une technique qui est à la fois manipulatrice, cynique, et qui vise en fait à tromper, entre guillemets, les petites gens
trop naïfs pour voir la manœuvre. Voilà, donc c'est vraiment faire faire le sale boulot par d'autres. Donc ça, c'est honteux. Ce petit ping-pong entre Verhaeghe et Soral sera je pense, un des pires moments de la dissidence de ces dernières semaines, où on voit Alain Soral finalement utiliser un des différents proxys douguiniens en France pour toujours mettre en place cette technique de la tenaille. La main tendue par Alain Soral à Pierre Hilard sur le mode Pierre, défais-toi de ta harka et en gros, on repart comme avant. Et puis Vera qui de toute façon ne veut pas de Pierre Hilard dans le paysage et qui donc fait ses attaques bien volontiers. D'ailleurs sans aucun argument, hein. C'est toujours, comme vous avez dit, des arguments point Godwin ou des diffamations. On ne va jamais sur le fond. On aimerait bien que M. Verhaeghe nous réponde sur le fond. On lui a posé à lui et à sa petite équipe avec M. Husson assez de questions pour qu'il ait du grain à moudre. Mais non, les réponses ne viennent jamais. C'est toujours la diffamation. Voilà. Donc je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de toutes les questions, mon cher Grégor. Je voudrais juste, pour ma part, et je vous associe à ces remerciements, remercier Joe Masso pour sa collaboration dans le Boucher Double 10, qui a été vraiment un moment important de cette enquête sur l'arnaque X, hein, c'est l'opposition contrôle X. Remercier évidemment les collaborateurs du laboratoire EOR, BHL, Théière de Jardin, Pascal, TT, Joe Masso occasionnellement et quelques autres que j'oublie, qu'ils me pardonnent. Et vous remerciez vous aussi pour votre disponibilité, votre inlassable patience à enregistrer, monter et publier ces échanges. Nous avons conçu cette petite session de questions-réponses avec les auditeurs des différents bouchers doubles comme une manière aussi de résumer, de simplifier, de mettre à la disposition d'un plus large public eh bien, les résultats finalement de cette année d'enquête, à la fois sur la grande histoire, la place des Lubavitch dans le judaïsme organisé mondial et le rôle central qu'il joue, hélas, dans les pseudo-résistances, les pseudo-dissidences françaises, européennes et nord-américaines, par l'entremise de cette hiérarchie dont on a déjà parlé longuement dans Boucher Double 12, cette chaîne de commandement qui va de Alain Soral, Christian Boucher, Alexandre Douguine jusqu'à Constantin Malofeyev, qui lui-même obéit à ses commanditaires, à qui il doit sa fortune, les Lubavitch de Russie, sous la direction de Berel Lazar, grand rabbin de Russie, avec les connexions, je l'ai dit tout à l'heure, des Lubavitch dans la grande histoire, la grande géopolitique, avec d'un côté leur implication et leur compromission avec les Trump, y compris sur le plan familial, hein, parce que je rappelle que Ivanka Trump est convertie au judaïsme dans sa forme Haredim Lubavitch par l'entremise de son mari Jared Kushner, qui avait un rôle politique dans l'administration Trump, aussi bien qu'en Russie avec Vladimir Poutine, qui, comme on l'a rappelé, a non seulement des origines familiales par sa mère avec la tribu de Lumière, mais également par son instruction, son éducation, par cette famille de Chabad, qui étaient des voisins de sa maison et qui lui ont transmis suffisamment pour que le rabbin Berel Lazar puisse parler de lui comme étant l'un des leurs. Et évidemment, aussi leurs connexions, leurs implications, leur hiérarchie même avec le pouvoir israélien, qui, à échéance régulière, que ce soit Menahem Begin, Ariel Sharon hier, Benjamin Netanyahou aujourd'hui, viennent chercher conseil et lumière auprès des Lubavitch depuis la mort de leur septième rabbin, le rabbin Schneerson. Voilà. Merci Monsieur K. Et je souscris à tout ce que vous avez dit. Je remercie le Lab, BHL, Théière de Jardin, Joe Masso, Pascal et bien d'autres. Encore une fois, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais on pose des questions de manière honnête. L'enquête s'est faite en cours. De plus en plus de personnes se rendent compte qu'en face, on les trompe, qu'on essaye de faire des affaires dans l'affaire. Voilà, encore une fois, on est ce qu'ils disent, s'ils veulent, mais ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question pourquoi ils ne parlent jamais des référents de Netanyahou, de Habib, donc de Rabbi Schneerson. Voilà, on a donné les éléments de réponse. Et beaucoup de réponses sont dans les bouchées doubles. Vous avez également Loubarama, donc vous pouvez aller soit sur le compte applicatif Twitter Loubarama, mais également sur Egregor/Loubarama. Comme ça, vous pouvez profiter d'un moteur de recherche assez efficace. Aujourd'hui, on doit être à peu près à une 200 tweets de documentation et il y en a une soixantaine en retard. Voilà. Je vous remercie, Monsieur K. Et puis, je vous dis une belle fin d'été à vous. Et puis, que Dieu vous garde. Merci à vous aussi, Grégor, et un bon retour à tous ceux qui nous écouteront dans la voiture en retour du Festival de la Réconciliation. I come down back at Lenny's, yeah.